Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Nakamoshi pour cette nouvelle vidéo, ce nouvel épisode sur l'histoire de New Japan Pro Wrestling. Et aujourd'hui on est sur l'épisode numéro 7, je crois. Et aujourd'hui on va parler de la toute fin des années 90 et puis de la première moitié des années... Non, la toute fin des années 80, pardon. Puis le début des années 90. Et puis voilà, on va voir où tout ça va nous mener. Déjà avant de commencer, je tiens à préciser, ceux qui suivent la série en ce moment vous le savez, mais pour les gens qui regarderaient cette vidéo dans plusieurs années, c'est la première vidéo sur la chaîne, et notamment sur cette série, depuis la mort de Antonio Inoki, hein, et personnage éminemment important de cette série, hein, puisque c'est le fondateur de New Japan, je le rappelle. Euh, voilà, c'est la première vidéo que je fais depuis. Tout ça pour signaler que j'ai été invité par, enfin il y a quelques semaines, je crois qu'il y a même déjà un mois, par l'ami Cody de la chaîne Chez Cody, anciennement l'héroïne du catch, pour parler de un peu la carrière au sens large de Antonio Inoki au sein de New Japan Pro Wrestling et même avant et même après. Voilà, tout ça pour dire que si vous n'avez pas vu cette vidéo, vous l'avez très certainement pas vu si vous regardez ça dans plusieurs années, je mets le lien de la vidéo dans les commentaires, comme ça vous pourrez rattraper cette vidéo qui est un excellent complément à cette série. Parce qu'on parle de choses un peu plus larges, un peu plus centrées sur Inoki. Des choses que j'ai pas spécialement abordées ou assez rapidement dans cette série, des choses qu'on a abordées dans cette vidéo que j'aborderai peut-être un peu plus tard, ou même assurément, comme le Inokisme par exemple. Voilà, donc on a commencé l'émission à deux avant d'être rejoint par Romain Thèse, qui nous a apporté ses lumières, et puis Guillaume également qui passait à l'antenne. Voilà, pour parler rapidement d'Anthony Inoki. Voilà. Donc je vous mets ça, enfin je vous mets le lien de la vidéo en commentaire, donc voilà, n'hésitez pas. Encore une fois, une excellente vidéo en complément de cette série. Et je rajoute une deuxième vidéo dans les commentaires. Enfin, vous trouverez le lien dans les commentaires. De Mister Moonlight. Voilà, parce que j'ai été tagué il y a quelques jours sur Twitter par quelqu'un qui a écouté l'émission chez Cody. Et à un moment donné, j'avais un petit doute sur quelque chose que je disais. Et a priori, donc j'ai pas encore regardé la vidéo, mais a priori, la personne a indiqué que Mister Moonlight répondait à l'une de mes interrogations dans sa vidéo. Donc voilà, si vous suivez la- les youtubeurs catch aujourd'hui, enfin dans une période récente, vous connaissez certainement Mister Moonlight, mais si vous regardez cette vidéo dans plusieurs années, peut-être que Mister Moonlight est à l'arrêt. Hein. On ne sait pas ce qui se passera dans plusieurs années. Donc voilà, peut-être que vous ne le connaissez pas. Si vous tombez sur ma vidéo, n'hésitez pas à aller dévorer sa chaîne, hein, tout simplement. D'excellentes reviews de plein de choses des années 90 enfin, aux États-Unis, au Japon. Il fait des territoires NWA également, il fait des vidéos un peu plus larges. Et récemment, donc la dernière vidéo, celle que je mets dans les commentaires, a priori c'est ce que j'ai vu, il fait une rétrospective sur la carrière et la vie d'Antonio Inoki. Donc j'ai pas encore vu la vidéo, mais aucun, aucune hésitation à dire que ce sera certainement, encore une fois, une vidéo d'une excellente qualité. Donc voilà. N'hésitez pas à aller voir ces deux vidéos. Vous apprendrez certainement beaucoup de choses en plus de cette série. Bien évidemment. Donc, on y retourne. La dernière fois, on s'était quitté sur le Riot avec l'ami Vader et ses débuts à la fin de l'année 87. Donc, pour parler rapidement de la fin des années 80, c'est la fin d'Antonio Inoki en full time. Ça va dater de 1989. J'ai regardé rapidement. Inoki en 89, il fait un petit peu moins de 60 combats dans l'année. Mais ils sont tous sur la première moitié de l'année. Alors je sais plus exactement le nombre de matchs qu'il fait dans l'année, mais il les fait tous du 1er janvier au 31 mai. Sauf un qui fait, je crois, le 31 décembre, un truc comme ça. Mais sinon, voilà. À partir de ce moment-là, à partir de mai 89,
c'est la fin d'Inoki en full time. On ne le reverra que sporadiquement ensuite. Donc voilà, donc à la fin des années 80, allons-y, on va regarder les notes que j'ai mises. Seiji Sakaguchi prend quasiment les pleins pouvoirs en 89 quand Inoki part en politique, parce que oui, je n'ai pas précisé, mais Inoki part, fait une carrière politique, donc a priori il devient un député au Japon. Donc voilà, donc Seiji Sakaguchi prend quasiment tous les pouvoirs décisionnels pour un peu faire rouler la compagnie sur le reste de l'année. Inoki, bon, il a quand même un droit de regard sur ce qui se passe. Le booking va revenir en grande majorité à Riki Shoshu. Voilà. Petite précision, il va y avoir la reformation de UWF, comme je l'ai. Puisque les shooters vont repartir au tout début de l'année 88. Et bon, ça va pas durer très longtemps, comme la première version, la deuxième version de UWF, donc la UWF Reborn ou la Reborn UWF. Je sais jamais si le Reborn c'est avant ou après UWF. Ça va pas durer très longtemps, un peu comme la première version. Mais à noter que pour montrer à quel point c'était méga over le shoot style et pas que, même on va voir ça à travers tout le catch, carrément. La UWF deuxième version ne va pas avoir de deal télé, ou va être très très peu diffusée à la télévision, mais ça ne va pas les empêcher le 29 novembre 1989 d'aller au Tokyo Dome et de remplir le Tokyo Dome à 50 000 personnes. Donc faut imaginer, les mecs qui sont pas du tout diffusés, ils vont au Tokyo Dome et ils font 50 000 personnes. C'est quand même un délire. Et la différence avec la première UWF, c'est la grosse différence, c'est qu'il n'y a pas Satoru Sayama. Et du coup, Akira Maeda il va pouvoir modeler sa UWF comme il en aura envie. Donc notamment avec plus de technique au sol. Sayama, lui, dans la première version. Enfin, Maeda, il voulait déjà tendre le style UWF sur du grappling et de la lutte au sol, des soumissions, etc. Sayama, dans le style shoot style, il voulait plus utiliser des kicks et le truc un peu flashy, entre guillemets. Mais voilà, là cette fois, Maeda va pouvoir modeler comme il voudra, il va partir là-dessus et il va décider que à partir de maintenant, chez UWF, il n'y aura que des finishes clean. Genre clean. Je crois que genre la première version, il y a quand même quelques finishes qui ne sont pas décisifs, avec des trucs, des finishes, voilà, décisifs, je vais y arriver. Mais sur la deuxième version, ça va être que des finishes clean et ça va influer sur la New Japan et la All Japan dans le mainstream, dans ce qui n'est pas encore totalement mainstream, à savoir le Joshi, qui est en train de prendre des grosses proportions à la fin des années 80 et ça va éclater durant les années 90. Elles étaient déjà dans ce truc-là où il n'y avait quasiment pas de finish controversé ou discutable comme des count-out et des disqualifications. Elles étaient en avance sur ce côté-là, mais la UWF ça va être un truc plus mainstream. Quelque part oui, mais quelque part non, parce qu'eux ils sont pas diffusés à la télé contrairement au Joshi, enfin contrairement à AJW en tout cas, la All Japan Woman. Mais la UWF, c'est ça qui va influer sur New Japan et All Japan. Et quand vous regardez le produit New Japan et le produit All Japan durant les années 80 et quand ça bascule durant les années 90, la différence elle est très très nette, notamment sur les main events, mais ça va se voir aussi sur tout le reste des cartes. Plus de finish controversés ou des finishes un peu à la pisse avec des disqualifications, des décomptes. Alors ça va quand même arriver, mais infiniment moins. Et voilà, ça va être l'un des grands changements de la New Japan quand on va passer des années 80 aux années 90. Pour continuer dans ce changement New Japan 80-90, il y a un énorme changement, in-ring notamment, parce qu'il va y avoir la fin. Alors, quand on arrive à la fin des années 80, les grosses stars de la New Japan, c'est Antonio Inoki, c'est Riki Choshu, Tatsumi Fujinami et Vader. Quand on passe des années 80 aux années 90, je vous ai dit qu'Antonio Inoki n'est plus là, en full time. Il est là en 89, sur les 6 premiers mois, mais après il n'est plus là. Deuxième chose aussi, Tatsumi Fujinami va rater quasiment un an
1 an sur blessure, à cheval sur 2 ans, parce qu'il va se blesser au dos et je crois que c'est au cou. Je crois que c'est au cou la deuxième blessure. Pardon. Donc du coup Fujinami va être un peu diminué, donc il va rester Reiki Shoshu et Vader en top star. Fujinami va rapidement revenir. Donc du coup le New Japan, à travers du Reiki Shoshu qui décide du booking, Sakaguchi aussi un petit peu, mais c'est surtout Reiki Shoshu, vont décider de ramener et d'exposer la nouvelle génération. Donc la nouvelle génération, ça va être ce qu'on va appeler les 3 mousquetaires par la suite. Donc Keiji Muto, Masahiro Shono et Shinya Hashimoto. En plus de ça, vous allez avoir les départs progressifs, enfin le départ complètement de Seiji Sakaguchi. Sakaguchi en mars 90, pardon. Il va prendre sa retraite. Donc vous perdez deux mecs qui sont là depuis les années 70, Inoki et Sakaguchi. Les top stars des années 80, il va rester Fujinami et Shoshu qui sont les deux plus grosses stars restantes de cette période-là. Les autres qui ont gravité durant cette période-là en haut des cartes, comme Osamu Kido, même si lui il est parti à un moment donné, ou comme Kengo Kimura, qui a longtemps été associé à Fujinami, vont redescendre dans les cartes. Donc ça va laisser de la place à des mecs, ça va laisser de la place aux 3 mousquetaires, tout simplement. Et puis, il va y avoir quelque chose qui va se passer d'important, qui va se passer à la All Japan en 90, c'est que Tenryu, il va quitter la All Japan pour participer à la fondation de la Super World of Sport. C'est pas lui qui crée la compagnie, c'est une marque de lunettes, je crois. Ouais, c'est Super Megan ou Megan Super, je sais plus dans quel sens, mais peu importe. Et du coup, il va partir avec une partie du roster de la All Japan, mais il y a aussi quelques lutteurs de New Japan, de la mid-card, mid-card ou mid-card, mais plutôt mid-card, qui vont également quitter New Japan pour rejoindre cette nouvelle compagnie. Donc ça va laisser encore plus de place aux 3 mousquetaires, ça va laisser de la place à un mec comme Sasaki, qui à mon sens n'était pas spécialement prévu pour être booké, je vais dire, aussi régulièrement ou aussi fort, aussitôt. Parce que Sasaki, même s'il ne va pas non plus avoir énormément d'accomplissements au début des années 90, il va très rapidement être très très protégé, Sasaki. On va également passer Hiroshi Ase des juniors au poids lourd pour un peu combler le départ de tous ces mecs-là. Et puis va y avoir la nouvelle garde qui va rapidement arriver, donc les Kojima, Tenzan, Nagata, Nakanishi aussi assez rapidement. Et puis il va y avoir l'explosion des juniors heavyweight. Parce qu'à la fin des années 80, les juniors heavyweight, il y a quelques mecs comme Onaga, Sano et tout ça, mais c'est très peu. C'est pas non plus énorme en termes de qualité, même si c'est des bons lutteurs, attention. Mais il va y avoir largement mieux ensuite. Il y a Hiroshi Ase que je viens de citer, qui était chez les juniors, il a passé chez les poids lourds. Il y a déjà eu des invités comme Owen Hart. Mais ensuite, en 89, il y a Jushin Liger qui arrive. Et quand on passe au début des années 90, vous avez Jushin Liger, vous avez Akira. Alors c'est Akira. Akira ou Akira Nogami. Vous avez Norionaga, vous avez Sano. Non, c'est pas Akira Nogami. Si, c'est Akira Nogami. Donc voilà, vous avez ces mecs-là que j'ai cités, vous avez des invités, vous avez Chris Benoit, Owen Hart qui était déjà passé, Eddie Guerrero, Dean Malenko, vous allez avoir El Samurai qui va arriver, David Finlay, Negro Casas pour continuer sur les invités, Kanemoto qui va être là très tôt dans les années 90, même si à un moment il va switcher entre Koji Kanemoto et Tiger Mask. Il va notamment lutter, sur une année il va lutter sous les deux gimmicks, sans la gimmick de Tiger Mask et avec la gimmick de Tiger Mask. Vous allez avoir Otani qui va arriver très rapidement, je crois que c'est en 92 ou 93, je sais plus. Mais qui va vraiment passer un palier à partir de 94. Donc voilà, vous allez avoir tout ce paysage là qui va se chambouler. Les junior heavyweight, vous allez en avoir beaucoup plus et d'une excellente qualité. Donc forcément, la part des junior heavyweight entre la fin des années 80 et le début des années 90, ça va prendre une plus grande proportion. Et là, vous alliez avoir 1 ou 2 matchs sur les cartes. Là, cette fois, vous allez avoir 2 voire 3 matchs. Donc déjà, c'est plus. Alors sur un show, c'est pas fou, mais quand vous prenez sur l'intégralité d'une année, le temps des junior heavyweight,
s'il n'est pas multiplié par 2, il est quand même bien plus grand que quelques années auparavant. Et puis il y a beaucoup plus de talent, hein, quand même, donc ça change. Le style in-ring va progressivement changer. Alors, il va se moderniser, parce que vous allez avoir des mecs très à l'ancienne comme Sakaguchi ou Kimura qui vont plus truster le main event et ils vont laisser la place à une nouvelle génération qui va être plus moderne, même si ça se rapproche de celle des années 80, parce que deux Rikishoshu, très clairement Hashimoto et Sasaki, Hashimoto et Sasaki découlent très clairement d'un Shoshu, mais ils vont moderniser le style très simpliste d'un Shoshu, en intégrant quand même une plus grande variété de moves, hein, parce que Shoshu c'était quand même très limité en termes de moveset. Après il n'avait pas besoin de faire grand chose Shoshu, donc c'était l'avantage. Muto il descend très clairement d'un Fujinami, mais il va rapporter ce style un peu plus moderne et un peu plus américain en étant un peu plus entertainment dans le style in-ring. Vous allez avoir Shono qui va être un grand grappleur sur sa première moitié de carrière, Hiroshi Ase, lutteur très technique, etc. Et puis vous allez avoir les gaijin comme Vader qui vont mettre un grand coup dans la fourmilière, parce que bon, Vader quand même c'est le meilleur gaijin de l'histoire de New Japan à ce moment-là, si on accepte Stan Hansen. Donc voilà. Après Vader, le problème au niveau des gaijin, enfin le gaijin poids lourd, c'est que Vader va être un peu tout seul. Ils vont tenter, mais un peu plus timidement, de pusher des mecs comme Bam Bam Bigelow et Steve Williams à la fin des années 80 et début 90. Mais ça va pas prendre aussi fort qu'un Vader. Déjà parce que je pense que Vader c'est quand même le plus gros star power des trois. Et aussi parce qu'ils y sont pas allés à fond. Aucun des deux autres ne va avoir les débuts de Vader ou une grosse victoire avec le titre avec WGP, ce qui aurait pu les aider. Ils vont être là en 89 et 90. Je crois que Bigelow il repart en 92 de mémoire. Et Steve Williams, je crois qu'il arrête en 90. Steve Williams de mémoire il fait 88-89 chez New Japan. 90 il fait New Japan et All Japan en même temps, en étant booké fort durant les deux compagnies. Je crois qu'il arrête 91, il est exclusivement All Japan au Japon, Steve Williams. Donc voilà. Et puis pourtant, ils vont les associer à Vader. Hein. Bigelow, il va souvent être en tag avec Vader. Les trois vont être en tag aussi, dans des six-man tout au long de l'année. Enfin, tout au long de ces années-là. Donc voilà, pour un peu le renouveau, le changement de visage de New Japan en termes de in-ring. Donc j'en ai parlé un peu plus tôt, grosse économie au Japon, ce qui va permettre une multiplication des compagnies de catch, notamment avec le Super World of Sport dont j'ai parlé précédemment avec Tenryu en tête. Les mecs vont aller au Tokyo Dome et vont faire je crois des 35 000, 40 000 personnes, donc ça va marcher. Hein. Voilà. Donc souvent en faisant des invitations hein, d'ailleurs. Donc voilà. Donc les années 90, donc dans le mainstream, vous allez avoir la All Japan et la New Japan, vous allez avoir la Super World of Sport qui va durer 2 ans. Ensuite elle va fermer. De la Super World of Sport va découler War. Donc c'est Wrestling. Non. Si c'est Wrestling and Romance. Et ensuite ils vont changer de nom, ça sera Wrestle Association. Et le R, je sais plus c'est pourquoi. Mais bon, après, il change de nom, mais dans le style. Mais ça va être anecdotique, parce qu'il ne va pas avoir de changement de style ou ce genre de truc. Donc voilà. War qui va se créer avec, sur les cendres de la Super World of Sport. Quasiment tout le roster passe de. War, c'est la continuité de SWS, hein, parce que c'est quasiment le même roster. Quasiment. La UWF, dont je parlais avant, il y a aussi le Shoot Style. Parce que UWF, deuxième version, donc Reborn, va fermer après 2 ans d'existence. Donc de cette UWF, deuxième version, va naître UWFI, donc l'Union of Wrestling Fédération, je crois, Fédération Internationale, un truc comme ça. Vous allez aussi avoir la Fujiwara Gumi, avec Yoshiaki Fujiwara, vous allez avoir la
la Rings d'Akira Maeda qui va rester dans le délire. Donc, grosso modo, ça va se dispatcher en 3 compagnies. La UWF deuxième version. Ensuite, vous allez avoir le catch hardcore, donc avec la FMW en tête qui est la plus connue de Atsushi Onita, mais vous allez aussi avoir la IWA Japan et la Wings. Durant les années 90, vous allez avoir le Joshi aussi qui va exploser. J'ai parlé de AJW tout à l'heure, la All Japan Woman, mais vous allez avoir la LLPW aussi. Et d'autres, hein, voilà. On va pas s'éterniser sur le Joshi. On en parlera peut-être dans une autre série un peu plus tard. Voilà, donc au début des années 90, le 10 février 1990, c'est le dernier match de l'équipe emblématique Antonio Inoki et Seiji Sakaguchi. Pour l'anecdote, ils vont affronter Masahiro Shono et Shinya Hashimoto. Voilà. Bon, ils vont gagner, les vieux. C'est clairement un match qu'ils auraient dû perdre, hein, très honnêtement. Il n'y avait pas besoin de gagner ce match-là. Arbitré par Lutez, d'ailleurs, hein, pour l'anecdote. Voilà. C'est d'ailleurs sur ce match où il y a le fameux. Parce que c'est un show commun avec la All Japan, je vais y revenir juste après. C'est le show où il y a le fameux Stan Hansen Vader. Vader Stan Hansen. Où Stan Hansen fait sortir l'œil de Vader. Donc pourquoi c'est un show commun avec la All Japan, hein, me direz-vous? Et bien tout simplement parce que ce show du 10 février 1990 était censé être le premier show en partenariat avec WCW. Partenariat qui va nouer, hein, les deux compagnies durant les années 90. Mais en fait, ce show va pas avoir lieu. A priori, je dis a priori parce que j'ai pas trouvé énormément de sources pour confirmer cette info, mais ce serait parce que Ric Flair, qui devait défendre le championnat WCW, le championnat NWA, dans le main event, contre Keiji Muto, et ben il va pas retrouver d'accord avec New Japan sur le montant de la paye, a priori. Donc en fait, il a dit non. Hein. Il a dit non, je viendrai pas. Donc, New Japan a priori demandé à WCW de forcer un petit peu la main de Ric Flair, mais comme c'était un peu le champion, machin, et que les relations n'étaient pas forcément hyper bonnes déjà à l'époque entre Ric Flair et le board, hein, de WCW, qui mènera son départ un peu plus tard, ça s'est quand même pas fait. Hein, donc, donc WCW a dit, en fait Ric Flair, non, il veut toujours pas. Donc New Japan, ils ont dit, en fait, laissez tomber. Hein, vexés, ils ont dit, laissez tomber, c'est pas la peine. Si on n'a pas Ric Flair, c'est pas la peine. Donc voilà. Donc derrière, New Japan a appelé la All Japan à la rescousse, un Giant Baba. Donc Giant Baba, il a dit ok. Mais il a dit ok, mais je veux pas que mes catcheurs perdent contre des mecs de New Japan. Donc New Japan a dit ok. Et ils ont fait un show commun. Giant Baba, il a pas fait semblant, il a pas envoyé des peintres. Hein. On est début 90, le mec il a envoyé toutes ses stars. Hein. Il a envoyé, j'ai noté. Hein. Donc il y a Steve Williams qui est en partenariat, qui est déjà chez New Japan. Mais voilà, hein, Steve Williams il est là. Il y a Jumbo Tsuruta en équipe avec Yatsu. Je sais plus qui ils affrontent. J'ai pas noté. Mais voilà, mais après il y a Genichiro Tenryu qui est là, il y a Mitsuharu Misawa sur la limite de Tiger Mask, mais quand même, il y a Stan Hansen. Donc Giant Baba il a envoyé toutes ses stars. Hein. Bon, il s'est pas envoyé lui, hein. Mais après, sinon, son top gaijin c'est Stan Hansen. Il y a Terry Gordy aussi qui a été champion en 90 ou en 89, je sais plus, je crois que c'est tout début 90, je crois. Il n'a pas envoyé Gordy, mais après il a envoyé ses top stars japonaises. Hein. Tsuruta Tenryu, c'est une top star. Tiger Mask, c'est une top star. Donc voilà. Donc All Japan à la rescousse de New Japan. Et puis derrière, va y avoir un autre show qui va être en partenariat avec entre All Japan, New Japan et WWF. J'ai pas trouvé l'info de pourquoi. Je sais que WWF faisait des shows avec Super World of Sport notamment, mais pourquoi WWF s'est mis à faire des shows avec All Japan, enfin à lier un début de partenariat avec All Japan, ça j'ai aucune idée. En 90.
Donc voilà. Par contre, New Japan, eux, ils vont faire un truc pas terrible. Ils vont dire ok, on peut envoyer des mecs pour le show, mais en fait, les mecs, ils vont que s'affronter entre eux. Ouais. New Japan, ils participent à la carte, mais en fait, on reste entre nous. Et puis d'ailleurs, il n'y a que deux matchs, hein, je crois, et c'est deux matchs tag de mémoire. Enfin, il y a un match pour le titre par équipe. Je sais plus qui est champion à ce moment-là. Je me demande si c'est pas Shoshu Hashimoto, un truc comme ça. Ouais, c'est possible. Et puis il y a un match Junior Heavyweight, ça doit être un match tag aussi. Je crois qu'il y a Liger dedans, et puis il doit y avoir Onaga. Voilà. Voilà. Donc, paye ta carte. Hein. Bon, il y a quelques stars hein, de New Japan, ils ont pas envoyé le bas de carte non plus, mais bon. Bref. En 90, c'est le début du Great Muta, hein, chez New Japan. Donc Great Muta, un délire quand même, voilà, hein, qui va être un petit peu influent quand même pour l'histoire. Donc au Japon, je sais pas comment c'était vendu. En tout cas, tout ce que je peux dire, c'est qu'aux États-Unis, quand il est arrivé chez NWA, Gary Hart, qui était son manager, le vendait comme le fils du Great Kabuki. Great Kabuki qui était une petite star des territoires un peu vite fait. Il y avait une petite renommée. Bon, c'était pas une star en tant que main eventer dans les territoires, hein, NWA, hein, loin de là, mais vu que c'était un personnage un peu connu quand même, Great Muta, voilà, ça lui fait un background, c'est le fils du Great Kabuki, et voilà, c'est le même en plus jeune, en plus fort, machin, tout ça. Et lui, il va bien réussir dans les territoires NWA, il va être quand même, enfin, il va pas faire tous les territoires, mais surtout aller chez Jim Crockett. Voilà, donc voilà, Great Muta, ça a beaucoup mieux marché. Great Muta, je crois que l'un de ses. C'est peut-être pas son début, mais l'un de ses tout premiers matchs, notamment, c'est contre Hiroshi Ase en 90, je crois que c'est en octobre, en septembre. C'est en fin d'année, septembre-octobre, je dirais. Où il va défoncer Hiroshi Ase. Ase, super lutteur, malheureusement, qui n'aura jamais son grand accomplissement chez New Japan. Et il aurait dû, hein, parce que Hiroshi Ase, c'était quand même un lutteur. C'est un peu le Ricky Steamboat japonais, quoi. Même si Steamboat, il a eu sa grande victoire parce qu'il était champion NWA. Mais Ase, voilà, hein, l'espèce de babyface ultime, méga gentil, méga droit, tout ça. Voilà, c'est Ricky Steamboat, tout simplement. Donc quoi de mieux qu'un tel babyface pour se faire massacrer par le Great Muta, hein. Voilà, donc il va se faire défoncer. Je crois que Great Muta perd le match, de mémoire je sais plus, je crois, mais par disqualification. Et on voit que Muta il prend plaisir à défoncer Hiroshi Ase, il le fait saigner très 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 bien. Mais malheureusement, alors ça va servir à Great Muta normal, hein, parce que voilà, machine sadique, voilà, il fait saigner un babyface, il kiffe ça. Il va en sortir super over, hein, Great Muta, Ase un petit peu moins. Et ils auraient pu capitaliser sur le rematch. Je crois que le rematch c'est fin 92. C'est à peu près la même période, je crois. C'est peut-être un peu plus tard, c'est peut-être en décembre. Ou alors c'est début d'année, janvier 93. Non, je crois que c'est décembre. Novembre-décembre 92, fin 92. Où cette fois les rôles vont être inversés. Où c'est Great Muta qui va pisser le sang. Mais encore une fois, c'est Great Muta qui va en sortir over. Malgré qu'il se fasse défoncer par Ase. Grosse brawl. C'est pas le. C'est pas. Parce que Hiroshi Ase, brawler, c'est pas non plus sa caractéristique première. Mais voilà, c'est là où va naître la fameuse expression du Muta Scale, un peu l'échelle de notes pour les saignements. Hein. Quand il y a un saignement, on dit combien sur l'échelle de Muta, machin. Parce que Great Muta, pour ceux qui. Alors c'est connu, hein, mais si jamais vous ne savez pas, c'est Muta commence le match avec une peinture hein, sur le visage, comme d'habitude, rouge cette fois. Des fois c'est d'autres couleurs, mais là c'est rouge pour l'occasion. Comme avec Goldust ou Dustin Rhodes plus récemment, la peinture s'efface plus le match avance, avec la transpiration, les contacts et tout ça. Et puis à un moment donné, coupure ratée hein, quand même, parce que bon, à mon avis, c'était pas censé être aussi profond. Donc quelque part, il s'est pas raté. Hein.
Et en fait, son visage va se repeindre de rouge, mais cette fois avec son propre sang. Mais un gros blade job, hein, dégueulasse. Mode Eddie Guerrero contre JBL, ou Cena aussi une fois, je sais plus, je crois que c'était contre JBL aussi, gros bain de sang. Michaels, Triple H, voilà, c'est ce genre de délire, quoi. Euh, mais AZ il va pas en sortir spécialement over de ça. C'est malheureux. C'est malheureux. Donc voilà, 90. Voilà, j'ai pas grand chose à rajouter de plus. 1991, voilà, début du partenariat WCW New Japan, et premier main event, Tatsumi Fujinami contre Ric Flair, avec les deux titres en jeu. Tatsumi Fujinami qui défend le championnat AWGP de New Japan contre Ric Flair qui défend le championnat NWA, la Big Gold Belt. Va y avoir une. Alors Fujinami va remporter le match et conserver son titre AWGP, remporter le championnat NWA, mais technicalité, à l'époque le règlement NWA, enfin en tout cas chez WCW, il y avait disqualification automatique quand un lutteur passait par-dessus la troisième corde. Donc il va y avoir un ref bump. L'arbitre, je crois, de mémoire, c'est. J'ai oublié son nom, Bill Alfonso. Le mec qui va être chez ECW ensuite, qui va être manager de Rob Van Dam et qui va casser les couilles à tout le monde avec son sifflet. C'est lui l'arbitre du match. Il va prendre un ref bump. Derrière, je crois que Ric Flair va passer par-dessus la troisième corde. De mémoire, c'est Ric Flair. Mais vu qu'il n'est pas là, le match va continuer. Et puis, va y avoir Tiger Hattori, l'arbitre New Japan, qui va arriver. Et comme dans le kayfabe, il se veut que le mec connaisse pas les règles, il fait continuer le match. Le match continue et puis à un moment donné, hop, Tatsumi Fujinami remporte le match, donc on le couronne méga champion du monde. Voilà, le mec il est champion NWA, champion IWGP, c'est un peu le numéro 1 du monde à ce moment-là. Mais forcément, hein, Fujinami, on n'allait pas laisser le titre à Fujinami. Ça a été un super moment, hein, pour les gens dans la salle. Et les fans du Japan au sens large. Mais Fujinami aux États-Unis c'est un inconnu, hein, donc on n'allait pas lui laisser le titre parce que bon, après il allait devoir défendre le titre chez WCW. Star Power de Fujinami chez WCW restait proche du 0, on va pas se mentir. Donc Star Power 0, donc Draw Power 0. Donc forcément on fait jouer la technicalité immédiatement. Donc Ric Flair conserve la ceinture, voilà, ça fait un petit côté Dusty Finish. Donc va y avoir le rematch qui va être booké, je crois, pour mars-avril, mai, j'ai plus, début d'année 91. Cette fois ce sera que pour le championnat NWA. Le championnat NWGP sera pas en jeu, ce sera aux États-Unis, ce sera lors d'un Clash of Champions, je crois de mémoire. Je suis pas certain, mais je crois que c'est un Clash of Champions, Clash of the Champions. Cette fois c'est Ric Flair qui va conserver le titre, donc Ric Flair garde son championnat, Fujinami garde son championnat parce que de toute façon c'était pas en jeu et chacun rentre chez soi. Donc voilà. En 91, c'est le début du G1 Climax, comme on le connaît aujourd'hui, enfin sous cette appellation, et ça ne changera plus. Le tournoi des poids lourds s'appelle officiellement le G1 Climax et ça ne changera plus. Donc voilà, c'est le descendant de différentes ligues durant les années 70-80 qui ont porté différents noms. Et c'est le début officiel de la prise de pouvoir de la nouvelle génération. Même si ça a commencé un petit peu avant avec notamment Hashimoto qui a été en finale du tournoi qui a eu lieu lors du premier show au Tokyo Dome de l'histoire de New Japan en 89 où il perd contre Vader en finale pour le championnat WGP. Cette fois, la meilleure version, à mon sens, du climax. 2 poules de 4, tout le monde s'affronte, et le vainqueur de chaque bloc s'affronte en finale. Voilà. C'est court, il n'y a que des stars, tous les matchs ont de l'importance, et c'est très bien. Dans le bloc A, vous avez Keiji Muto, Tatsumi Fujinami, Scott Norton et Vader. Donc Muto, nouvelle génération, Fujinami, actuel champion, Vader, ancien champion, et Scott Norton, Gaijin, booké à la Vader. Donc grosse menace. Muto remporte le bloc A.
donc va en finale. Fujinami Norton, alors Muto finit à 4 points, Fujinami Norton 3 points et Vader 2 points. Vader, la grosse menace, finit dernier. Et dans l'autre bloc, vous avez Riki Choshu, Bam Bam Bigelow, Hashimoto et Shono. Donc Riki Choshu, il finit dernier du bloc, il perd tous ses matchs, il finit à 0 points. Bam Bam Bigelow, il a 2 points, il finit 3ème, il bat Choshu. Et du coup, Shono et Hashimoto finissent premier ex aequo. Ils remportent leurs 2 matchs contre Bigelow et Choshu. Et ensuite, ils s'affrontent. Enfin, ils s'affrontent pas dans le dernier match, mais ils s'affrontent. Ils font un draw de 30 minutes. Donc, officiellement, ils finissent en tête du bloc tous les deux à égalité. Et donc, du coup, on va faire un rematch. Donc, on va faire une demi-finale. Shono Hashimoto. Shono va battre Hashimoto, aller en finale et battre Muto. Donc voilà, plutôt que d'avoir 2 mecs de la nouvelle génération qui gagnent leur bloc, et avoir 2 mecs au sommet de la compagnie et le 3ème qui échoue en poule, un peu au même niveau que tous les autres dans le tournoi, et ben on fait en sorte de faire une demi-finale pour que même Hashimoto qui n'atteint pas la finale, quelque part dans le booking, dans l'esprit, il est quand même au-dessus des autres mecs des phases de poule. Parce que déjà c'est... Avec Shono, c'est celui qui a pris le plus de points durant le tournoi, 5 points. Muto en face en a pris que 4. Donc il finit la poule invaincue. Et il finit quelque part plus fort que Bigelow et Choshu, c'est clair parce qu'il les a battus, et plus fort que Fujinami, Norton et Vader de l'autre côté. Donc prise de pouvoir. À la fin de la finale, on retrouve un peu les 3 mecs dans le ring. C'est à ce moment-là qu'ils se font surnommer les 3 mousquetaires. C'est définitivement eux qui vont incarner la compagnie durant le reste de la décennie. Sasaki suivra un peu plus tard et Aze a déjà une place un peu importante, mais il n'aura jamais sa très grosse victoire. Et puis voilà, Fujinami défait, Choshu défait. Fujinami il va conserver ce championnat de WGP à la fin de l'année contre oula, je suis en train de faire le bordel. Contre Shono qui a gagné le climax et du coup qui est. Non, contre Shono. Qui gagne le climax et qui gagne un title shot. Donc Fujinami conserve le titre à la fin de l'année. Choshu, à ce moment-là, qui avait un titre intermédiaire, va conserver contre Hashimoto. Et voilà. Donc à la fin de l'année, la nouvelle génération, elle est buildée forte. Mais l'ancienne génération, elle tient bon. Elle tient bon, mais on sent que c'est un peu qu'une question de temps pour que la nouvelle génération déferle sur eux et les relais dans des rôles secondaires. Bon, ce qui ne sera pas véritablement le cas, hein, parce que bon, Fujinami, Choshu, ils resteront pertinents jusqu'à la fin de leur carrière. Donc voilà pour les poids lourds. C'est Enfin, à ce moment-là, il y a le Best of Super Junior aussi, qui s'appelle pas encore Best of Super Junior, ça s'appelle le Top of the Super Junior, je crois. Ouais. Je crois que c'est Top à la place de Best. Je crois que c'est juste ça la différence. Top of the Super Junior. Avec une grande poule. Donc dans le tournoi, vous avez Norio Naga, Jushin Liger, Prince Pegasus, Negro Casas, Owen Hart, Fit Finlay et Tuco Scorpio. Donc voilà, vous avez 4 mecs, Onaga, Liger, Pegasus et Casas qui finissent en tête avec 8 points. Donc puisque tout le monde finit égalité, on va faire des demi-finales puis une finale. Onaga va battre Pegasus dans la première demi-finale, Jushin Liger va battre Negro Casas dans la deuxième, et puis en finale, Onaga va battre Liger pour remporter le tournoi et s'affirmer un peu comme un junior crédible, même si le grand problème des Japonais à ce moment-là, c'est que aucun ne va réussir à titiller le statut de Liger. Chez les Gaijin, ça va pas être non plus le cas, franchement, parce que Liger il reste quand même au-dessus de tout le monde. Mais on a quand même l'impression que pour le public, l'écart est moindre. N'importe quel junior heavyweight japonais, quand il affronte Liger est favori. Quand c'est un junior heavyweight Gaijin, Liger est favori, mais à un degré moindre. Quand il affronte Pegasus, on sent que Pegasus peut le battre. Et que ce serait pas une immense surprise. Alors que quand c'est Onaga,
Onaga part pas du tout favori. Voilà. Onaga ou d'autres. Hein. Mais voilà. Je vais pas parler énormément de la division par équipe au début des années 90. Juste pour signaler, Aze Sasaki, super. Les Steiners, super. Et puis c'est à peu près tout. Parce que après, il n'y a pas beaucoup d'équipes fixes. Ça tourne pas mal. Un coup, vous allez avoir Shono Hashimoto en équipe. Après, vous allez avoir Shono Muto. Vous allez avoir Hashimoto Shoshu. Et puis après, ça va s'arrêter. Shoshu va faire équipe avec quelqu'un d'autre, etc. Il ne va pas y avoir vraiment de stabilité, hormis Sasaki Aze, qui va être très bien. En 90, 91, 92. Et après, ça va s'arrêter. Ouais, de manière assez incompréhensible. Enfin, en tout cas, parce que je parle pas japonais, mais ça se trouve, c'est expliqué clairement. Je sais que durant un match tag en 92 ou 93, je crois que c'est 92. Je crois que c'est 92. Il y a un match handicap entre 4 mecs installés. À savoir, de mémoire, c'est Muto, Shono, Aze Sasaki. Grosse équipe. Alors, je sais pas si on me voit encore très bien. Parce qu'on perd. Désolé. Hein. Hop. Ouais, bon. La qualité d'image est pas terrible, hein, mais bon, on va dire qu'on s'en fout. De toute façon, je mettrai des trucs sur le côté. Hein. C'est pas ma tête qui est important. Bref. Donc je disais Muto, Shono, Aze Sasaki en équipe contre 4 mecs pas établis, donc j'ai pas noté les noms, on s'en fout un peu, menés par Hashimoto. Donc c'est un match handicap à 5 contre 4. Dans ce match-là, Sasaki se blesse. Donc il va rater la fin 92 et il revient durant l'année 93. Et en fait, quand il revient, son but, c'est d'affronter Aze, son ancien partenaire. Voilà, c'est comme ça que l'équipe s'arrête. Donc, puisque je parle pas japonais, je comprends pas ce que racontent les commentateurs. Mais ça se trouve, peut-être qu'ils expliquent le pourquoi du comment, pourquoi Sasaki veut affronter Aze. Alors que bon, c'est pas Aze qui le blesse hein, du tout. Mais voilà, ils vont s'affronter 2 ou 3 fois sur le retour de Sasaki. Donc voilà, juste la Tag League de 91, elle est remportée par Tatsumi Fujinami et Vader. Quand je vous disais que les associations par équipe n'ont pas grand sens, voilà, Fujinami Vader, voilà, qu'ils ont passé quand même les années précédentes à se foutre sur la gueule. Bref. Alors après ça c'est le Japon, on se fout sur la gueule mais on peut faire équipe quand même. En 92, ce qui va se passer dans le booking, c'est qu'il va y avoir 2 invasions. Donc bon après ça, chez New Japan c'est assez commun, hein. Il y a eu War au début, il y a eu... Enfin pas War, pardon, il y a eu... merde. UWF, voilà. Et IWE durant les années 80. Après la petite particularité avec War, c'est que pour une fois, c'est pas une compagnie défunte qui vient envahir New Japan et voilà. Alors après War, ils vont pas être énormément buildés énormément fort parce que War c'est la première année de création de la compagnie. Parce que War c'est né sur les cendres de la SWS et du coup Tenryu pour lancer sa compagnie il se dit tiens ce serait bien de faire un partenariat avec NJPW, c'est quand même c'est la plus grosse compagnie avec laquelle je peux m'associer parce que l'autre grosse compagnie c'est All Japan et Baba avait juré que de son vivant jamais Tenryu ne reviendrait à la All Japan parce qu'il n'a pas digéré la trahison, hein, enfin ce qu'il considère comme une trahison, le départ de Tenryu en 90 pour participer à la création de SWS. Donc 92 c'est pas ouf l'invasion de War parce qu'il n'y a pas de star. Il y a un peu Ultimo Dragon, mais Ultimo Dragon c'est pas encore une grosse star et c'est pas encore un bon lutteur. Ouais, j'allais dire que c'est pas j'allais me reprendre en disant que c'est pas encore un très bon lutteur, mais c'est pas encore un bon lutteur, même c'est un lutteur assez moyen, c'est quelconque. J'en ai déjà parlé sur les reviews que je faisais sur les shows du 4 janvier. Enfin sur les shows de l'histoire du 4 janvier chez New Japan. On le voit apparaître à plusieurs reprises et c'est pas un lutteur hyper intelligent dans le ring. C'est un lutteur qui enchaîne les moves, mais on n'a pas l'impression qu'il sait vraiment où est-ce qu'il va. Il n'a pas cette espèce de stratégie, cette espèce d'idée de construction dans ses matchs. Voilà, il se fait dominer, et puis quand c'est à son tour de prendre la domination, il enchaîne les moves sans vraiment de but clair. Et puis après, bon, il perd sa domination sur 3 fois rien.
Donc voilà, ces matchs à Ultimo Dragon ne sont pas hyper intéressants à ce moment-là, au niveau de sa carrière. Mais voilà, faut attendre la fin de l'année et l'arrivée de Tenryu pour avoir une star qui débarque et puis avoir des choses un peu plus intéressantes. L'invasion karaté, c'est pas mal si vous aimez le strong style, mais sinon c'est pas ouf. Ça, eux clairement, encore pire que War, ils vont perdre, je crois, tous leurs matchs. Donc c'est quand même un peu dommage. Voilà, dans le kayfabe, enfin le kayfabe, dans le reste de l'année, Climax 92, pour parler rapidement. Deuxième édition du Climax, cette fois on passe sur un tournoi à élimination, format type King of the Ring ou New Japan Cup. Shono va remporter son deuxième tournoi. Alors ce tournoi-là n'est pas terrible, 92, parce qu'il manque pas mal de stars, de manière assez étonnante. Alors déjà c'est un partenariat avec WCW. WCW va pas envoyer ses grosses stars. Il va envoyer Rick Rude qui va aller en finale. Pardon. Mais voilà, ils vont pas envoyer plein de mecs. Vader qui n'est plus chez New Japan à partir de 92, en tout cas en full time. En 92, je crois qu'il apparaît encore quelques fois et après à un moment donné, finito. Mais ils n'envoient pas Vader, ils n'envoient pas Sting, qui est une autre grosse star, ils n'envoient pas Lex Luger. Alors même si Lex Luger c'est pas un excellent catcheur, hein, mais c'est quand même une star. Après Lex Luger était 92, je sais pas s'il est encore là. Je me demande s'il n'a pas déjà rejoint la fédération de bodybuilding de McMahon avant de faire le saut en 93. En 92, c'est quand qu'il rejoint Attends, le Lex Express, c'est quoi? C'est 93? C'est 93? Non, je crois que Luger elle est déjà chez WWF 92. Peut-être que j'ai une connerie, Luger. Bref. Mais en tout cas, il n'y a pas Vader, il n'y a pas Sting. New Japan, ils mettent pas Fujinami, ils mettent pas Shoshu dans le tournoi. Donc le premier tour est assez insignifiant quand même. Ensuite, en quart de finale, on retrouve quand même les 4 de la nouvelle génération. Vous avez Shono, Muto, Sasaki et Hashimoto. Donc vous avez 3 mousquetaires plus Sasaki. Ils affrontent Steve Austin pour Muto. Donc en quart de finale, vous avez Steve Austin contre Muto, vous avez Masahiro Chono contre Scott Norton, un Gaijin qui est censé remplacer Vader. Vous avez Sasaki contre Taylor, hein, Lawrence Taylor, pas Lawrence Taylor, Terry Taylor, pardon. Lawrence Taylor, c'est le footballeur américain. Et Hashimoto, Rick Rude. Donc voilà. Et puis vous avez Austin Chono, vous avez Muto Shono en demi-finale, excellent match, je pense que c'est le meilleur match du tournoi. En première demi-finale, deuxième demi-finale, vous avez Kensuke Sasaki contre Rick Rude. Puis après en finale, vous avez Shono Rude, qui est pas terrible. Après moi, je suis un gros fan de Rick Rude, donc les matchs contre Hashimoto, Sasaki et surtout Shono, je les aime bien. Alors après, c'est loin d'être des matchs candidats au match de l'année. Très clairement, hein, c'est des matchs... je vais pas dire anecdotique dans l'année, mais quand même un petit peu. Alors d'ailleurs, je vais faire une petite pause. Hop. Alors voilà, c'est peut-être un petit peu mieux. Bref, on s'en fout. Qu'est-ce que je disais? Oui, le Climax 92, pas terrible à cause du format, à cause des participants. Voilà. Donc chez les poids lourds, le grand tournoi de l'année, il n'est pas réussi. Chez Junior Heavyweight, ça va être mieux, parce que vous allez avoir le Best of Super Junior 92. Avec El Samurai qui remporte le bloc, donc ça se passe toujours en un seul bloc, le Best of Super Junior, en tout cas à ce moment-là. Je sais pas s'il y a des éditions où ça split, je pense que oui, là j'ai pas d'exemple mais je pense que oui. Donc El Samurai qui finit premier du bloc avec 14 points, et ensuite deuxième à égalité, vous allez avoir Joshin Liger et Norio Onaga qui finissent à 12 points. Donc du coup, comme pour le Climax 92, on va faire une demi-finale entre les mecs ex-aequo, entre Liger et Onaga. Liger va battre Onaga et ensuite Liger en finale va battre El Samurai. Voilà, donc vraiment Liger le top de la division junior. Voilà. Et puis pour parler de la Tag League, hein, je vous ai dit qu'en 91 c'était Fujinami Vader qui remporte le tournoi. En 92 c'est Riki Shoshu et Shinya Hashimoto. Voilà, juste pour l'anecdote.
Pour montrer qu'à l'époque, quand même, alors c'était booké différemment, hein, enfin, c'était organisé différemment l'année euh, l'année de production des shows, mais quand même, je pense que très clairement aujourd'hui, il y aura encore la place pour mettre les grosses stars dans la Tag League. C'est le gros problème de la Tag League. Je suis Japan aujourd'hui. Je pense qu'il y a la place. Alors après, je pense qu'il faudrait changer la place de la Tag League. Parce qu'en fait, le show du 4 janvier a pris une telle importance dans l'année que si tu as une star qui se blesse ou qui manque le show, c'est quand même assez pénalisant. Donc voilà, je pense que la Tag League, il y a de la place pour la mettre. Tu la mets en début d'année. Les mecs qui sont frais en début d'année. Je sais pas, à cheval sur le mois de février et le mois de mars. Voilà, ça peut être pas mal. Après, à ce moment-là, je crois qu'il y a la New Japan Cup. Non, la New Japan Cup, c'est plus tard, c'est le mois d'avril, je crois. Ouais, tu peux mettre la Tag League en début d'année. Tu mets les poids lourds. C'est. Voilà. Peut-être que tu peux faire deux blocs. Parce que, du coup, mets les juniors heavyweight avec. Fais pas une Tag League des juniors, on s'en fout ça. Le Japan n'a pas des divisions tag assez fortes pour séparer les rosters entre les poids lourds et les juniors. Voilà, fais deux blocs de 6 ou deux blocs de 8 avec les poids lourds et les juniors. Mais tu mets vraiment les grosses stars aussi. Le clan Chaos, mais Okada Ishii en équipe. Ou Ishii Goto. Ça va de la gueule. Et puis chez Los Ingobernables des Rapon, est-ce qu'on va finir par l'avoir cette équipe Naito Takagi? Enfin, moi je dis qu'on va finir par l'avoir. Je sais que les gens sont impatients parce que les gens suivent New Japan, contrairement à moi, j'ai parlé depuis 3 ans. Donc moi j'ai pas spécialement la hype pour cette équipe parce que les mecs je les regarde pas depuis 3 ans. Mais sur le papier ça donne envie, Naito Takagi. Faut les mettre en équipe à un moment donné. Enfin, je sais pas. Bref. Ensuite, voilà, je passe assez rapidement. Parce que en fait, au début des années 90, j'ai pas grand chose à dire sur le backstage. Donc je parle de ce qui se passe un peu au niveau de l'année. Je pense que ça peut être plutôt pas mal. 93, on va reparler encore du booking. On va parler surtout des tournois, parce qu'après il n'y a pas grand chose à dire. Surtout la division tag, parce que bon, la division tag c'est pas foufou. Tac 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 tac. 93, chose importante. Shinya Hashimoto va commencer son règne de champion poids lourd AWGP en mettant fin au règne de Great Muta. Et il va avoir le titre pendant quasiment 2 ans. Il va juste avoir Fujinami qui va lui prendre le titre, je crois, pendant un mois et demi, un truc comme ça. Et Hashimoto va vraiment montrer que c'est un accident et derrière il va défoncer Fujinami. Je crois qu'il reprend le titre en un truc genre 6 minutes, un truc comme ça. Donc voilà, Hashimoto fort. D'ailleurs, c'est un truc. Alors, je pense qu'ils avaient idée de mettre un très très long règne à Hashimoto pour vraiment l'imposer comme la top star de la compagnie. Mais à un moment donné, quand il est. Je crois qu'il a quasiment un règne de. Un truc genre 10 mois et après, genre il fait genre 13 ou 14 mois, un truc comme ça. Je pense qu'ils se sont dit, à un moment donné, Hashimoto, son règne, il n'est pas prêt de s'arrêter, mais il vaut mieux le faire s'arrêter à un moment donné, parce que sinon, si on lui met un truc genre 2 ans de règne, ça va être un record et ça va être un trop gros record. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils ont coupé le règne en deux, avec Fujinami qui fait vraiment un intérim, hein. C'est un mois ou un mois et demi. Je sais même pas si Fujinami il a une défense durant ce petit règne là. Parce que voilà, ça permet de builder Hashimoto fort et de pas non plus lui mettre un règne de porc de 2 ans. Parce qu'après, si tu veux imposer un champion comme le plus grand champion de tous les temps, tu es obligé de lui filer un règne de 2 ans. Et c'est galère quoi. Bah, c'est ce qu'ils avaient fait avec merde. Tanahashi il y a 10 ans, en 2011-2012, je sais plus quand est-ce qu'il prend le titre. À un moment donné, il part sur un règne record. Je sais plus si c'est en termes de durée, mais en tout cas en termes de défense, parce qu'il a, je crois, 12 défenses, un truc comme ça. Et je me souviens que je m'étais dit, quand il gagnait quand il avait battu le record, je sais plus si c'est Hashimoto qui avait le record à ce moment-là, peut-être 10 ou 11 défenses.
Au moment où merde, j'ai encore oublié son nom. Tanahashi, il bat le nombre de défense, je me suis dit, lui, rapide, je pense que très vite, il va perdre le titre derrière. Parce qu'à un moment donné, si tu fais un truc record à Tanahashi, derrière, si tu veux donner le titre à quelqu'un et l'imposer comme un très très grand champion, record, machin, il va falloir que tu lui fasses battre le record de Tanahashi, ça va être un truc de porc à bouquer. Et ça va prendre vachement longtemps. Donc ça n'a pas loupé. Derrière, Tanahashi il a perdu le titre assez rapidement. Je crois sur la défense suivante. Et puis même chose avec Okada. Je m'étais dit exactement la même chose avec Okada. Okada, je crois, de mémoire, il fait 12 défenses de titre. Et à un moment donné, il part pour la 13e pour battre le record de Tanahashi. Et c'est Tanahashi qui vient le défier à la fin d'un show pour dire ben moi je veux pas que tu battes mon record, donc je te défie et mon objectif ça va être de te battre pour un t'empêcher de battre mon record et deux récupérer le titre, tant qu'à faire. Et Okada bat Tanahashi, Okada bat le record de Tanahashi, il est le champion avec le plus de défense de l'histoire du titre poids lourd, il a 13 défenses je crois de mémoire. Et je me souviens qu'à la fin de ce match, je m'étais dit, c'est sûr à la prochaine il perd. Parce que là, s'il perd pas maintenant Okada, il va partir sur un règne de 19, 20, 25 défenses et à un moment donné, si tu veux rebooker un champion record derrière, ça va te prendre 3 ans à faire. Ou alors le mec défend le titre tous les mois, mais ou tous les, ou tous les 6 semaines, mais ça ressemble pas trop à New Japan. Donc je m'étais dit, c'est sûr, la prochaine défense, il perd Okada. Derrière Okada, il appelle Omega. Et c'est dommage parce que j'étais à fond dans leur truc, j'étais pas méga fan comme tout le monde. Où l'internet s'est excité à mettre des 6 étoiles et plus. C'était pas mon cas, c'était tous des excellents matchs. Et pas aller à plus de 5 étoiles, ça fait pas de sens. Bref. Mais je m'étais dit, putain, c'est con. Parce que c'est sûr, Omega il va prendre le titre. Parce que c'est sûr que Omega, en plus dans cette période d'internationalisation de New Japan, c'était sûr que Omega, à un moment donné, ils allaient lui filer la ceinture. C'était sûr. Et à un moment donné, s'il lui filait pas la ceinture maintenant, ça allait être un gros acte manqué. Et soit il lui file plus tard en battant Okada, mais ça aurait pas été le bon moment. Et là, c'était exactement le bon moment. Ou alors, Okada aurait perdu le titre un peu plus tard dans l'année contre quelqu'un d'autre et Omega aurait battu ce quelqu'un. Et je pense que ça aurait pas été le bon move à faire pour l'internationalisation, la starification d'Omega, tout ça. Ça a été le bon move de New Japan à mon sens, mais c'est un move connaissant New Japan, c'était un move qui était très prévisible. Malheureusement pour le truc. D'ailleurs, dans le truc prévisible, et d'ailleurs peut-être que je vais me tromper, hein, mais puisque le main event du prochain Wrestle Kingdom est booké entre Jay White et Okada, connaissant New Japan, il est sûr que Okada va sortir vainqueur du truc. Pas parce que voilà, pas parce que je suis trop fort dans les pronostics, juste parce que historiquement New Japan, jamais un gaijin n'est sorti du Tokyo Dome avec la ceinture IWGP. Voilà, sauf Brock Lesnar, mais voilà. Brock Lesnar, on sait pourquoi, voilà, on sait pourquoi. Mais sinon, aucun gaijin n'est sorti du Tokyo Dome du 4 janvier avec la ceinture, déjà premièrement. Et deuxièmement, alors, Antonio Inoki est malheureusement décédé. Mais le gros acte manqué, alors déjà c'est que on reverra jamais Inoki chez New Japan. Ça c'est un terrible acte manqué. Premièrement, deuxièmement plutôt. Troisièmement, je pense que, alors, malheureusement Inoki il était trop affaibli sur ses. Mais sinon, je pense que l'idée, s'il avait pu, Inoki, ça aurait été de le ramener au show du 4 janvier et de le faire crier son fameux chant. Merde, j'ai oublié le 1, 2, 3 en japonais. Ça va m'en revenir. Ça va m'en revenir. Ça ne me revient pas. Bref, on s'en fout. Mais là, typiquement, je suis convaincu. Surtout que, genre, j'ai pas regardé le Japan cette année, mais j'ai vu des images de Okada qui faisait des entrées, tout ça. Okada, il vient avec une espèce de robe à la Inoki, une écharpe aussi. Enfin, une écharpe, serviette, machin. Pour moi, c'est sûr. Alors, déjà, c'est très clairement un hommage à Inoki. Hein.
qu'il a fait ça toute l'année alors qu'Inoki il n'était pas décédé, mais pour l'anniversaire du New Japan, pour moi c'est sûr qu'au Tokyo Dome 2023, là, Okada il sort vainqueur contre Jay White et c'est Okada qui fait le chant, le cri de Inoki 1, 2, 3, machin. Pour moi c'est sûr. Pas parce que je suis fort en pronostic, mais parce que New Japan a un booking de ce genre de truc assez prévisible. Alors ça se trouve ils vont pas du tout le faire et ce serait un immense acte manqué. Parce que j'adore Jay White, j'adore Will Ospreay, tout ça, et à un moment donné il faut qu'il y ait un Gaijin qui gagne en main event du Tokyo Dome le 4 janvier. Mais là je pense que c'est... Alors les gens vont râler, hein. L'année prochaine, si j'ai juste, les gens vont râler, ils vont dire ah, encore Okada, machin. Mais à un moment donné, voilà. En plus, avec le décès d'Inoki, t'es obligé de faire ça. À ce moment-là, t'es obligé. Enfin, à mon sens. Bref, on verra le 4 janvier. Voilà. Du coup, j'ai perdu où est-ce que j'en étais 80, j'étais où 92 93 92 J'étais en 93. Oui, parce que alors, je suis parti du règne d'Hashimoto. Voilà. Je reviens. Règne d'Hashimoto qui va commencer après le climax, hein, du coup. Le climax 93. Format tournoi aussi, pour la deuxième année consécutive. Et voilà. Donc un tournoi qui est quand même mieux que celui de 92. Bah déjà parce qu'il n'y a pas les lutteurs WCW. Il n'y a que des lutteurs japonais, je pense. Je regarde le tableau, ou alors il y en a un qui a une nationalité qui m'échappe. Nationalité type coréen ou je sais pas. Mais a priori, il n'y a que des japonais dans le tournoi. Donc un tournoi avec des invités de la War. Donc en 93 d'ailleurs, j'ai pas dit, mais 92, invasion War. Fin d'année 92, arrivée de Tenryu dans le bordel. Et 93, il faut regarder l'année 93, notamment l'année Tenryu. Tenryu, il fait, je crois, à peu près 20 combats dans l'année. Il faut la regarder. C'est la seule année pleine de Tenryu. Enfin, déjà, c'est sa première chez New Japan. Première année pleine. Et c'est la seule qu'il fera avant 98-99. Où là, il fera 2 années pleines et ensuite, il va quitter la compagnie. Enfin, il fera quelques apparitions, genre tout début 2000, et après, je crois qu'il revient qu'à partir de 2007, comme ça. Pour des trucs très anecdotiques. Mais voilà. Tenryu, 93, il y a le boss de War qui arrive. Voilà, ex-All Japan. Il va être bouqué fort, hein. Le mec qui a gagné quasiment tous ses matchs. Ça va être très bien. Premier affrontement d'ailleurs contre Hashimoto. Il y aura le rematch. Enfin, le rematch. Il y aura une revanche à peu près 6 mois plus tard, en 94. 2 excellents combats. Hashimoto, Tenryu. Infiniment recommandé. Et d'ailleurs, je me demande, mais pourquoi ils n'ont pas foutu Tenryu dans le climax, quoi. Ça aurait été trop bien. Surtout ce Tenryu là. Bref, donc il y a des mecs de la War. Et comme je dis, les mecs de la War, ils sont pas. C'est pas des. Pas beaucoup de star power, pas de qualité in-ring au niveau de Tenryu. Même s'ils sont pas nuls. Fujiwara aussi est invité. Voilà, Yoshiaki Fujiwara. Voilà. Donc la finale, Aze Fujinami, là aussi, gros acte manqué de Hiroshi Aze. C'est lui qui aurait dû gagner le tournoi. Il perd en finale. C'est lui qui aurait dû avoir un title shot contre Hashimoto. C'est trop dommage. C'est trop dommage. Peut-être que c'est lui qui aurait pu mettre fin au règne de Muta aussi. Le règne de Muta qui est nul. Hein. Mais voilà, après Aze, ouais, tu fais perdre contre Hashimoto, je sais pas, 4 janvier 94. Hashimoto il peut attendre. Il prend le titre en septembre, il peut attendre 3 mois, 4 mois. Voilà. Aze il aurait eu un gros accomplissement parce qu'en plus, quand tu prends le tournoi des deux mecs, Aze, premier tour, il bat Hashimoto. Boum, direct. Fujinami, lui, au premier tour, il bat Fujiwara. Donc un mec dangereux quand même. Bon, après, ils ont un quart de finale assez. Bon, voilà. Aze, il bat Kengo Kimura, l'ancien partenaire de Fujinami. Fujinami, il bat Osamu Kido. Un mec, bon, un peu mid-quart d'heure, upper mid-quart d'heure des années 80. Enfin, durant les années 80, ensuite, il va baisser dans les cartes. Ensuite, 2 belles demi-finales. Aze Shono, match du tournoi. Et Fujinami Muto. Donc très bien. Et puis finale, Aze Fujinami, Aze il arrive. Ricky Steamboat.
babyface, blessé de partout, machin. Et il est en finale contre le vieux de la vieille Fujinami. Et Fujinami il gagne. Quoi. J'adore Fujinami, hein. Mais là c'est Azé qui devait gagner. C'est Azé qui devait gagner. L'autre consolation pour Azé, il gagne la Tag League avec Muto. Voilà. Et d'ailleurs je crois, je vérifie, mais je crois qu'ils gagnent. Ils font le doublé je crois. Parce qu'ils gagnent en 94. Ouais. Ils font le doublé, ils gagnent 93-94. Bon, après c'est anecdotique parce que c'est la Tag League de l'époque. Enfin c'est la Tag League tout court. Même si à l'époque c'était quand même mieux branlé parce qu'il y avait les Star Pool. Voilà. Best of Super Junior 93. À voir. Grosse ligue. Chris Benoit finit en tête avec 14 points. Devant El Samurai, Dean Malenko, Tuchel Scorpio, Black Tiger et Jushin Liger qui finissent tous deuxième avec 12 points. Ils finissent 2 points derrière Pegasus. Liger d'ailleurs il finit blessé. Il peut pas continuer le tournoi parce que tout le monde s'est mis sur sa gueule. Liger il s'est fait défoncer par tout le monde. Je crois que c'est la jambe. Ils défoncent tous la jambe. Et le mec, à tel point qu'il peut pas finir le tournoi. Donc du coup, il peut pas participer, vu qu'ils sont 5 à égalité à la deuxième place, il peut pas finir le tournoi. Donc Liger, hop, out. Donc du coup, ils sont plus que 4. Ils font 2 demi-finales. Black Tiger, donc Eddie Guerrero, contre Dean Malenko. Et Tuchel Scorpio contre El Samurai. Ensuite, finale, Malenko Samurai. Samurai bat Malenko, donc Samurai finit, bat tous les autres deuxièmes et accède à la finale. Mais parce qu'il a dû faire un tie-break contre les autres et se taper 2 tournois pour se départager des autres, il arrive en finale contre Pegasus et il perd contre Pegasus, donc Chris Benoit. Donc Chris Benoit vainqueur du Best of Super Junior 93. Voilà un peu ce qui se passe pour l'année 93. 94. Bon, j'ai 94-95. Bon, un peu sur le même truc. Hein. Après, j'ai pas grand chose à raconter. 94, chose importante, le countdown d'Inoki. Il fait son annonce, countdown. Donc voilà, il annonce. C'est le compte à rebours de la fin de sa carrière. Il va faire un match pour chaque année de carrière qu'il a eu précédemment. Et ça va le mener 4 ans plus tard à son match de retraite contre Don Fry en avril 98, le 4 avril je crois de mémoire. En 94, il y a l'incident Hiromitsu Gonpei, hein, voilà. J'avais oublié le nom lors de mon invitation chez Cody. Enfin Gonpei j'avais le nom mais j'avais plus le prénom du monsieur, à savoir Hiromitsu. Donc je peux en reparler, j'en ai déjà parlé précédemment. Chez Climax, on va retourner au Climax. Hein. Masahiro Shono remporte le bloc A avec 8 points, devant Keiji Muto et Riki Shoshu, qui finissent à 6 points. Et puis bloc B, Kensuke Sasaki, hein, sous la gimmick de Power Warrior, hein, va battre Hiroshi Ase, Shinya Hashimoto et Tatsumi Fujinami qui finissent à 6 points. Et puis derrière en finale, Shono va encore gagner le tournoi. Troisième victoire en 4 ans pour Shono, en battant Sasaki en finale. Donc Power Warrior. Mais derrière, argument supplémentaire pour Hiroshi Ase sur l'année 93. Putain, premier tour il bat Hashimoto, deuxième tour il bat Kimura. Et en demi-finale, il bat Shono, double tenant du titre, quoi, du Climax. Derrière, Ase, il doit gagner le tournoi, putain. C'est terrible, je suis déçu. Bref. Ensuite, Best of Super Junior. Jushin Liger finit en tête avec Super Delphine à égalité, 14 points, tous les deux. Et ensuite, à 12 points, juste derrière, mais ils n'atteindront pas la finale, El Samurai, Pegasus, donc Benoît, Black Tiger et Dean Malenko. Les copains. Et Liger battra Delphine dans la finale pour gagner une nouvelle fois le best-of. Donc j'ai dit Muto Ase font le doublé sur la Tag League. La Super J-Cup, j'en ai pas parlé, 94. La Super J-Cup, c'est l'idée de Jushin Liger
pour un peu dynamiter le monde des juniors au Japon. Parce que Liger c'est un junior, ça l'intéresse de faire un peu grossir enfin donner plus d'intérêt sur les juniors de tout le pays. Hein. Et puis en fait le but de la Super J-Cup, c'est une idée de Yoshi Liger lui-même, c'était de faire un tournoi sur une soirée avec les meilleurs juniors heavyweight pour élire le meilleur junior à un moment précis. Voilà, une espèce de méga tournoi. Et puis l'idée aussi, c'était que la J-Cup elle puisse naviguer au Japon pour aller sur sous différentes compagnies. Alors, New Japan, ils avaient déjà leur Best of Super Junior, ils avaient déjà leur tournoi des juniors. Donc en fait, eux, ils n'avaient pas besoin d'un tournoi supplémentaire. Mais la Super J-Cup, ce qui est pratique, c'est que tu peux inviter des stars d'autres compagnies pour un soir. Alors que pour un best-of, il faut que tu puisses les négocier pour plusieurs soirs. Si tu veux faire venir le Great Sasuke sur un best-of Super Junior, le mec, faut qu'il se libère. Je sais pas. Vu que le best-of ça dure à peu près un mois, 3 semaines, un mois, faut qu'il puisse se libérer sur ces 3 semaines, un mois. Faut que le gars soit libre. Voilà. Et c'est pas forcément hyper évident. Hein. Si tu veux inviter une top star, de libérer une top star pendant 3 semaines, un mois, voilà. Alors que sur un soir, bon, ça va, sur un soir. Et du coup, l'idée c'était de faire un tournoi, et puis ce tournoi ensuite puisse aller naviguer dans d'autres compagnies pour que ça mette de l'intérêt sur ces autres compagnies. Parce qu'ensuite, l'année suivante, notamment, ça va être organisé par War. Mais on va dire des problèmes politiques hein, entre les compagnies, les mecs vont pas se mettre d'accord sur comment on doit booker ça ou ce genre de choses, les payes. Alors que ça aurait pu être du gagnant-gagnant hein, si tout le monde avait fait des efforts sur les bookings et tout ça. Alors après c'est un peu compliqué, mais même sur les payes, ça aurait pu être un truc qui aurait pu naviguer ensuite à la Michinoku Pro ou des trucs. Alors il y avait tout le monde sauf la All Japan. Parce qu'à un moment donné c'est quand même une création New Japan et la All Japan c'est un petit peu trop des concurrents. Alors que les autres ils sont loin, hein, la War, la Michinoku Pro, bon, c'est anecdotique hein, comparé à New Japan, FMW, ce genre de choses. Donc la première Super J-Cup, 94, 14 participants et 6 compagnies représentées. Voilà pour l'anecdote. Donc 14 participants. On fait, le tournoi commence en 8ème de finale. Il y a 6 huitièmes de finale et 2 mecs qui sont déjà qualifiés, qui n'ont pas de premier tour. Ils sont déjà qualifiés pour le deuxième tour, à savoir les quarts de finale. Donc la Super J-Cup 94 va être remportée par Chris Benoit. Voilà. Qui va battre le Great Sasuke en finale. Et Sasuke qui atteint la finale. Parce que Sasuke il n'a pas de premier tour. Il rentre en quart de finale et il va atteindre la finale en battant El Samurai. Qui était un mec bien. Enfin, un junior important. Le deuxième junior japonais derrière Liger. Donc, chez New Japan, on va dire qu'il y avait Liger en 1, Pegasus en 2, et que Pegasus, il était, aux yeux de tout le monde, légèrement en dessous de Liger, mais qui pouvait le battre dans n'importe quelle confrontation. Voilà. Et puis El Samurai qui était derrière eux, qui était un peu le troisième incontesté. Voilà, à peu près. Hein. Et puis derrière, il y avait un peu les autres qui se battaient. Voilà. C'était un peu fluctuant. Donc Sasuke, son premier match, il rentre en quart de finale, il bat le Samurai. Donc super. Il affronte Liger en demi-finale, on se dit c'est fini pour lui. Il bat Liger, donc tremblement de terre, il bat le favori hein, quand même. Parce que de l'autre côté, Benoit il bat je crois Guerrero en demi-finale, ou Malenko, non Guerrero je crois, je sais plus. Il bat qui Benoit Je sais plus, ou alors je confonds les années peut-être. Non, je crois qu'il bat Guerrero en demi-finale, Benoît. Je suis plus très sûr. Enfin, Black Tiger, mais je suis plus très sûr. Donc, Benoît, il atteint la finale. On se dit, Benoît, il est en finale. Il y a Liger, Sasuke en face. Bah, ça va être pour Liger. Il va avoir une finale New Japan. En plus, c'est un show organisé par New Japan.
On va avoir la confrontation entre les deux meilleurs juniors du monde. Et Sasuke il bat Liger, il fait la surprise. Donc, mais sur le cul, Sasuke, ça le légitimise. Légitime. Ça le légitime. Ça le légitimise. Je sais pas. Ça le légitimise, on va dire. Je suis pas convaincu du mot, mais on va dire ça. En tant que top junior heavyweight. Parce qu'en plus, lui, le Great Sasuke, il vient de la Michinoku Pro. C'est le fondateur, le booker, c'est le numéro 1, le fondateur. Enfin, c'est le Great Sasuke, c'est la Michinoku Pro. C'est le numéro 1 de la Michinoku Pro. Et la Michinoku Pro, c'est une compagnie entièrement composée de junior heavyweight. Ils font que des junior heavyweight. Et ça va être important, hein, la Michinoku Pro, parce que c'est une compagnie qui va prouver qu'on peut proposer un produit entièrement avec que des catcheurs junior heavyweight. Et ça va être influent par la suite parce qu'il va y avoir la Dragon Gate, et la Dragon Gate ça va être influent en termes de style. Et les mecs qui vont sortir, hein, les deux plus connus aujourd'hui dans le paysage actuel en 2022, je pense que c'est Takagi et Pac. Takagi et Pac, ça se pose là quand même en termes de niveau de catch. Et puis il va y en avoir tout plein avant, hein, attention, ça se résume pas qu'à ces deux-là, mais voilà. Donc voilà, et Sasuke, en battant Liger, il prend une espèce de crédibilité instantanée qui va lui servir derrière quand il va retourner à la Michinoku Pro. Le mec il va prendre une stature plus grande, même si en plus, même s'il va pas gagner le temps là derrière, il a battu El Samouraï et il a battu putain de Jushin Liger. C'est un délire. Après il va en finale, il perd contre Benoît. Voilà. Donc voilà pour la Super J-Cup 94. Que je recommande, parce qu'elle est recommandée par beaucoup de gens, et que la majorité des gens aiment ce style. Moi je suis pas grand fan du style junior de manière générale. Voilà. Parce que le style junior, quand on parle de style junior, souvent on parle de style hyper dynamique, avec plein de moves, et souvent, même c'est un peu forcé quand on parle quand on part sur quelque chose avec plein de moves, forcément on peut pas avoir du selling cohérent. Voilà. Et moi c'est un peu la chose qui me stimule le plus, le storytelling. Et du coup, si tu peux pas avoir un bon storytelling si t'as pas de selling. Voilà, à mon sens. Parce que le selling, ça t'amène du drama, ça t'amène une espèce de vibe comme ça, un peu de tension, où les mecs sont en galère, ils sont à l'arrache. Quand il n'y a pas de selling, moi je retrouve pas cette vibe d'urgence. Et ou au contraire, il y a cette vibe d'urgence, mais c'est un peu une vibe artificielle, quoi. Voilà. Bon, je vais pas m'étaler dessus, mais bref, vous avez compris. Ensuite, on passe à 95 où je vais parler un peu des mêmes choses, hein. Très honnêtement, pas non plus masse de trucs à parler backstage. Ce sera peut-être un peu plus le cas sur la deuxième moitié des années 90. Ah bah il y a eu, je vais pas parler, mais il y a eu WFI qui revient. Enfin, il y a les Shoot Styler qui revient en 95. Enfin, je n'ai pas parlé, c'est normal, je peux parler de l'année 95, mais. Après, UWFI 95. En fait, UWFI, à ce moment-là, au Japon, durant les années 90, 92, je crois que ça, non, c'est pas ça, 93. 93, en fait, la top star, ça va être Nobuhiko Takada. Et Nobuhiko Takada, un peu pour buzzer hein, à l'époque, on peut imaginer ça aujourd'hui, il est champion de UWFI et il passe son temps à dire que les autres grosses compagnies mainstream, c'est du fake. Et il cite, il défie les autres champions à ces moments-là. Alors à la All Japan en 93, c'est Misawa. Que ce soit en 92 ou 93 ou même 94, s'il fait ça, c'est Misawa. À la New Japan 92, c'est c'est Shoshu qui est champion. Après, il y a Muta. Après, plus tard, il y aura Hashimoto. Donc, je sais pas à quel moment il cite les gars le champion de New Japan. Mais forcément, il cite un de ces gars-là. Je sais pas s'il cite WWF, j'ai pas de mémoire. Je sais qu'il cite WCW et Vader, notamment, parce que Vader, c'est un nom connu au Japon. Il dit oui,
Vous n'êtes pas des tough guys, là-bas vous faites que du chiquet, ici c'est le vrai combat, machin, machin. Alors que UWFI, c'est pareil, hein, c'est pas du vrai combat, hein, c'est un style de combat plus éprouvant et plus réaliste. Enfin, quand je dis plus éprouvant, c'est plus éprouvant physiquement parce que tu as zéro protection. C'est un style hyper physique. Mais ça n'est pas pour autant plus legit, hein, parce que ça reste des combats avec un finish déterminé. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que Takada il n'a pas plus de mérite à être champion chez lui qu'un Hashimoto ou qu'un Misawa. C'est du booking. Hein. C'est pas un mérite par ses capacités in-ring, je veux dire, en tant que compétition sportive. Bref. Donc faut imaginer ça aujourd'hui. Hein. Imaginez, je sais pas, aux États-Unis, c'est comme si Ring of Honor, dans un dernier élan avant de couler et de se faire racheter, c'est comme si le champion de l'époque, ça devait être Gresham, je pense, ou Bandido, je sais pas. Un de ces deux gars-là pour essayer de booster un peu les audiences et faire du buzz, à défier, je sais pas, à citer, à défier John Moxley, Roman Reigns, à dire vous avez pas les couilles de venir me défier ici, machin, tout ça, et à faire des promo shoots dans ce style-là. Imaginez le buzz un peu que ça faisait, hein. C'était un délire. Hein. Du coup, les gens ils se disaient oh, putain, peut-être qu'on va avoir Misawa qui va débarquer, Shimoto va débarquer. Voilà. Les gens se disaient ça, hein, les fans, hein, c'était sûr. Hein. Parce que là aujourd'hui, si un mec chez Ring of Honor, enfin, je crois que c'est il y a un an et demi ou un an et demi, je crois, ou il y a 6 mois, je sais plus. Non, c'est il y a 6 mois, je crois, Ring of Honor ça a déposé le bilan. Un peu plus, il y a un an quasiment. S'il y avait eu ça il y a un an, il y a des shoots promo comme ça, les gens seraient dit non mais attends, il y a Moxley qui va débarquer, est-ce qu'il y a une chance de voir Roman Reigns, la Blue Line ou je sais pas quoi débarquer? Forcément, il y aurait eu une attention sur Ring of Honor, alors ça aurait peut-être pas duré, hein, surtout si personne ne s'était pointé. Hein. Mais pendant quelques semaines, je pense qu'il y aurait eu un petit buzz à chaque fois qu'il y aurait eu un show Ring of Honor. Donc forcément, ça a mis un buzz sur UWFI, mais à un moment donné, UWFI, notamment parce que le roster il va être quand même assez limité. Alors il faut quand même choper Vader, hein, UWFI quand même. Il y aura plusieurs affrontements, il va y avoir les Russes, oui, parce que je ne vais pas parler, mais au début des années 90, Riki Choshu, quand il va décider de ramener, d'exposer la nouvelle génération, les trois mousquetaires, tout ça, il va aussi ramener des Russes. Bon, ça va pas marcher, hein, mais il va y avoir Viktor Zangief notamment, connu pour être celui qui va inspirer le personnage de Street Fighter. Salman Hashimikov aussi. Salman le prénom. Alors le nom c'est Hashimikov, mais le prénom j'ai un doute. Je crois que c'est Salman. Mais voilà. Ces mecs-là ils vont venir chez New Japan, ça va pas durer très longtemps, ça va pas marcher, donc ils vont partir. Et puis à un moment donné, ils vont se retrouver chez IWF. IWF, et je crois qu'ils vont passer chez IWFI aussi. Est-ce qu'ils passent chez IWFI? Je crois qu'ils passent chez IWFI, mais bref. Il va y avoir un mec, notamment Gary Albright, qui va arriver. Sensation Gary Albright. Je comprends pas que New Japan n'ait pas topé, hein, Gary Albright, franchement. Parce que Albright, après ça, il va aller chez la All Japan faire du tag avec Vader notamment. Vader avec Stan Hansen. Quelle équipe, hein. Hansen, Albright, c'est monstrueux. Donc voilà, donc UWFI va un peu insulter tout le monde. Hein. Et à un moment donné, vu que va pas non plus, ça va pas non plus décoller de ouf, hein, UWFI vont pas réussir à prospérer. Donc à un moment donné, UWFI ça a commencé à couler et puis ils vont se résoudre à faire un partenariat avec New Japan. Et c'est Riki Choshu a priori qui va prendre le booking de cet angle-là. Et en fait, c'est un peu leur dernière chance de survie à UWFI, ce partenariat. Et vu, alors peut-être hein, que parce que Takada s'était mis à insulter tout le monde, notamment New Japan, peut-être que c'est ce qui a fait que Riki Choshu s'est dit, vous venez chez New Japan, mais vous n'allez pas être booké fort, hein, du tout. Peut-être que c'est parce qu'ils se sont fait insulter pendant des mois et des mois, enfin, insulter, provoquer hein, pendant des mois et des mois que Choshu s'est dit allez, c'est l'heure de la vengeance. Peut-être pas à cause de ça, hein. Peut-être que c'est parce que la majorité de ces mecs-là
ont suivi Akira Maeda début 88 quand il est reparti de New Japan après avoir shooté sur Shoshu. Peut-être que Shoshu il s'est dit quasiment 8 ans plus tard, tiens, c'est l'heure de ma revanche contre ces mecs, enfin 7 ans plus tard, c'est l'heure de ma revanche contre tous ces mecs qui se sont barrés, qui ont suivi le mec pas professionnel qui s'en est pris à moi. Peut-être, peut-être pas. Hein. Peut-être que c'est un mélange de ces deux choses-là. Peut-être que c'est encore d'autres choses, hein, on ne sait pas. Hein. Ou peut-être qu'il s'est juste dit, non mais WFI, nous nos fans, personne ne vous connaît, hein, donc on va pas vous booker fort. Hein. J'en sais rien. Je sais pas pourquoi WFI a été aussi mal booké par New Japan. Sauf Takada, évidemment. Voilà. Un peu comme War, hein, techniquement. Voilà. Même si War, ça va être quand même mieux booké, pas se mentir. D'ailleurs, War, j'ai pas signalé, mais il y a des mecs New Japan qui vont aller chez War pour affronter des gars de la War pendant la rivalité interpromotion. Donc, à voir aussi. À voir aussi. Notamment des tags. Tac, tac, tac. Il y a quoi? Il y a. Merde. C'est qui? C'est Liger et Kanemoto. Et je crois que Kanemoto, il est en Tiger Mask. Je suis plus très sûr. Et ils vont affronter Ultimo Dragon. Et je sais plus qui. Merde. Voilà. Ça, je me souviens que c'est un match qui est pas trop mal. Et voilà. Après, allez voir tous les matchs de toute façon avec Tenryu à la War, qui impliquent des mecs New Japan. De toute façon, tant qu'il y a Tenryu, c'est valeur sûre. Voilà. Tenryu en tag contre Hashimoto aussi, parce que voilà. Dès qu'il y a Tenryu Hashimoto dans le même ring, c'est trop bien. Hashimoto, je crois qu'il est accompagné de Shoshu. Tenryu Shoshu aussi, c'est bien. Voilà. Bref. Allez voir des combats de Tenryu. Tac, 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 tac. Je sais plus ce que je disais, mais bref. On repart sur 95. 95 Climax. Retour d'un Climax à 8 en bloc, comme la première édition de 91. Donc c'est très très bien. Hashimoto, pas Hashimoto du tout. Kejimuto gagne son bloc, le bloc A, qui est composé de Masahiro Chono, Koshinaka et Ric Flair. Ça c'est quand même pas banal. Ric Flair qui participe à un Climax. Le Climax de 95. Donc Koshinaka finit dernier du bloc A avec 2 points, simplement. Ivan Muto, quand même, qui finit premier. Derrière, Flair et Chono finissent à 3 points et Muto finit à 4 points. Muto remporte le bloc. Et dans le bloc B, à égalité, Hashimoto et Norton 4 points. Mais Hashimoto a battu Norton. Donc Hashimoto au tie-break va en finale. Et finale Muto-Hashimoto. Et c'est Muto qui bat Hashimoto pour remporter le Climax. Attends, non. Non, j'ai dit une connerie. Non, 95, il y a un format de demi-finale. J'ai dit des conneries. Ouais, je dis une connerie. C'est Muto qui affronte Norton et Hashimoto qui affronte Chono en demi-finale. Voilà, c'est ça. Et du coup, Hashimoto, même s'il ne remporte pas le tournoi, il va en finale et il va en finale en battant Chono qui est Monsieur Climax. Donc voilà. Et Muto bat Hashimoto. La Tag League remportée par Masahiro Chono et Tenzan, qui va être une équipe qu'on va très souvent voir par la suite, notamment autour du titre par équipe. Oula. Best of Super Junior 95. Ou alors là, faut aimer les égalités. Parce que là, je dis quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 participants sur le Climax de 95. Norio Onaga finit dernier. Mais en même temps qu'il finit dernier, il finit troisième. Incroyable. Avec 4 points. Ensuite, vous avez 5 mecs qui finissent deuxième. Avec 8 points. Et vous avez 4 mecs qui finissent premier avec 10 points. C'est lunaire. Donc à la deuxième place, mais qui ne rejoindront pas la finale, Dean Malenko et El Samurai de New Japan. Enfin, El Samurai de New Japan, Dean Malenko, on peut le considérer de New Japan parce qu'il est quand même là très souvent en tant qu'invité. Grand Hamada, invité de la Michinoku Pro. Michinoku Pro, Grand Hamada à ce moment-là? Ouais, je crois.
plus 2 invités de WCW. Hein. On a eu Ric Flair dans le climax, et ben on aura Alex Wright dans le Best of Super Junior et Brian Pillman. C'est quand même étonnant. Enfin, étonnant, c'est quand même sympa. Hein. Et premier, savoir qu'il n'y a pas Jushin Liger dans ce tournoi-là, il est blessé. Je crois que c'est à ce moment-là qu'il se fait opérer au niveau de sa. Pour se faire retirer une tumeur au cerveau. Ce qui expliquera que Liger sera beaucoup moins aérien et se protégera davantage parce que c'est quand même des risques hein, quand tu fais des sauts et des topés, des trucs comme ça au niveau de la tête. Bon, il en prend quand même quelques-uns, hein, mais beaucoup moins. Et ça expliquera son style un peu plus de grappleur, technicien sur les années suivantes, enfin sur le reste de sa carrière tout simplement. Et du coup, premier, 4 mecs premiers qui finissent en tête. Prince Pegasus, Chris Benoit, Shinjiro Otani, Koji Kanemoto et Black Tiger, Eddie Guerrero. Du coup, puisqu'ils sont 4, on fait, pour les départager, on va faire 2 demi-finales et une finale. Les Gaijin vont s'affronter dans une demi-finale, donc Benoit Guerrero et les Japonais de l'autre, Otani Kanemoto. Finale Pegasus Otani et c'est Benoit qui va remporter le Best of Super Junior. Ensuite, pour les juniors, il y aura aussi la deuxième édition de la Super J-Cup 95 qui se passera à la Boire. Cette fois, c'est en toute fin d'année, ce sera en décembre. Je crois que l'année précédente, la première édition, je crois que c'est en avril 94. Là, ce sera l'année suivante, 95, ce sera en décembre. Le tournoi est un peu moins bien, je trouve. Alors, je n'étais pas non plus un immense fan de la première édition. La deuxième édition est moins bien, à mon sens. Voilà, bah déjà, il n'y a pas le Great Sasuke. Je trouve que le tableau est un peu moins joli. Voilà. Voilà, c'est déjà pour ça. Et puis, quelques décisions de booking. La War. Alors, je comprends que quand tu es War et que tu as le booking du tournoi, tu en profites pour mettre over les mecs de chez toi. Mais, tu as Gedo en finale, quoi. Alors après, Gedo, attention, hein, le Gedo des années 90 et même début 2000, hein, c'est pas le Gedo que vous connaissez aujourd'hui. Hein, c'est un bon lutteur, hein, c'est vraiment un bon lutteur, avec beaucoup de capacités athlétiques, pas toujours hyper intelligent. Ça viendra un peu plus tard, durant la décennie. Mais ça reste un bon lutteur, division de junior. Mais quand même, tu mets lui en finale. Quoi. Et tu mets 2 mecs de chez toi en demi-finale, mais en fait, c'est Gedo. Quoi. Quand même étonnant. Quoi. Alors, les 2 meilleurs junior heavyweight du monde à ce moment-là, c'est Jushin Liger et Prince Pegasus, Chris Benoit. Donc là, tu te trompes pas, les mecs sont en demi-finale. Et après, tu les mets contre 2 autres gars, 2 gars de chez toi. Tu mets Ultimo Dragon d'un côté et Gedo de l'autre. Ok. Et tu fais une finale New Japan War. Ok. Mais tu mets pas Gedo en finale, quoi. C'est quand même. Bizarre. Quoi. Première demi-finale, c'est Liger Ultimo Dragon. Deuxième, c'est Gedo Benoit. Gedo, il bat Benoit. Quoi. Quand même, Benoit qui a gagné le Best of Super Junior hein, en 95. Donc, un best-of où il n'y a pas Liger. Mais Benoit, il gagne le best-of quand même en 95. Il bat un tournoi avec les meilleurs juniors du monde. Il perd en demi contre Gedo. Quoi. C'est quand même terrible. Quoi. Et après, Gedo, il perdra en finale contre Liger. Ouais. Après, de toute façon, c'est simple. À ce moment-là, alors après, c'était pour légitimer Gedo. Mais légitimise Ultimo Dragon. C'est tant qu'à faire. Parce qu'après, tu peux pas non plus faire perdre et Liger et Benoit. Tu peux pas faire une finale War. Enfin, ou alors, bref. Mais à ce moment-là, de toute façon, incontestablement, le tournoi, c'est décembre 95. Au début du tournoi, à la veille du tournoi, on va dire même un mois avant, novembre 95, les 2 meilleurs junior heavyweight du monde, incontestablement, au Japon, hein, mais dans leurs accomplissements, c'est Jushin Liger et Chris Benoit. Parce qu'ils se sont partagés les 4 dernières éditions du Best of Super Junior. En 92, 92, Liger gagne le Best of Super Junior, Benoit gagne celui de 93, Liger gagne celui de 94, Benoit gagne celui de cette année en 95. Et en plus, Benoit il a gagné la première Super J-Cup de l'année d'avant. L'année où Benoit ne gagne pas le best-of, il gagne la J-Cup. À un moment donné, en termes d'accomplissement, tu peux pas faire mieux que les deux. À un moment donné, les deux, ils sont
dans le tableau, ils sont séparés, ils peuvent que s'affronter en finale. Tac, 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 t'arrives en demi-finale. Tu te dis un peu comme l'année précédente avec Great Sasuke. Benoît gagne la première demi-finale, il est en finale. T'as Liger Sasuke. Tu t'attends à ce que Liger aille en finale et on retrouve les deux meilleurs juniors du monde. Sasuke crée la surprise contre Liger. Après, il perd contre Benoît, mais ça légitimise Sasuke. Je pense qu'ils étaient partis sur le même délire avec Gedo. Mais quitte à faire ça avec un gars de chez toi, je le répète, fais ça avec Ultimo Dragon, fais pas ça avec Gedo. Qu'est-ce que tu vas t'emmerder à faire ça avec Gedo, quoi. Gedo, tu le mets contre Liger, tu fais faire un long match, à la limite. Faire un long match Gedo-Liger. Gedo, il perd contre Liger. Et tu mets Liger en finale. Et après, tu mets Ultimo Dragon Benoît. Ultimo Dragon, il bat Benoît. Et en finale, t'as Liger Dragon. Voilà, bref. Bref. Donc, c'est à peu près tout. Niveau booking, ce que j'ai à dire sur. Voilà. Alors, de 92. Alors, voilà, j'ai pas parlé énormément de choses backstage. De toute façon, je vous avais prévenu, j'ai pas grand chose à dire. Au début des années 90, ouais, la prise de pouvoir de Sakaguchi, de Shoshu, ce qui s'est passé, enfin la nouvelle génération qui arrive, le changement de produit in-ring, on a parlé un petit peu plus de trucs, les différentes compagnies avec les différents styles, les shows partenariats, All Japan, New Japan, le pourquoi du comment, WCW, pas WCW, nanani, nanana. Un petit mot sur Inoki, pour finir, juste pour signaler à quel point c'est vraiment la fin de carrière à ce moment-là d'Inoki. Donc j'ai dit au début de la vidéo 89, 89 il fait beaucoup de matchs, mais tous ces matchs sont centrés sur la première moitié d'année. 90, RAS, il y a le Inoki Sakaguchi contre Shono Hashimoto dont j'ai parlé au début de vidéo, arbitré par Lutez. Seul match à signaler de 90. 92, ne cherchez pas Antonio Inoki, il n'a pas de combat en 91. 92, il va battre Hiroshi Ase en 1 contre 1. Voilà. Ensuite, il va faire équipe avec Osamu Kido, il va perdre un match tag, ça c'est hyper anecdotique. Ensuite, autre chose anecdotique, il va faire équipe avec Hiroshi Ase. Il va gagner contre des no-name. Donc voilà. Inoki, c'est vraiment la fin de carrière, il fait plus rien. 93, match à voir. C'est pas une tuerie, mais star power de ouf. Inoki et Fujinami contre Tenryu et Shoshu. Voilà. Donc les trois premières méga stars de New Japan. Avec Tenryu, quand même, ça a de la gueule. Et puis, sur la période dont je parle, 94, 4 janvier 94, Inoki qui perd au Tokyo Dome contre Tenryu. Pour légitimer Tenryu qui est arrivé en 93 avec. Qui est arrivé en 92 avec la War. Il est arrivé toute fin 92. Je crois qu'il fait 2 matchs fin 92 Tenryu. 93, il fait sa première année complète chez New Japan, Tenryu. Où il gagne quasiment l'intégralité de ses matchs. Quasiment, en tout cas la plupart. Pour culminer 4 janvier 94 contre le boss de la compagnie Inoki. Il bat Inoki. Ce qui n'arrive pas, hein. Personne ne bat Inoki. Et Inoki à ce moment-là, il combat plus, enfin, quasiment plus, mais Inoki, il a plus perdu depuis, je vais dire, le premier Tokyo Dome en 89. 94, ça fait quasiment 5 ans. Alors sur très très peu de matchs, attention, mais quand même. Donc du coup, dans l'imaginaire, Inoki, les gens, il avait plus vu perdre depuis très longtemps. Alors après, la chance de voir Inoki perdre est minime, puisque le mec catche plus. Donc voilà, ça baisse. Après, les matchs à signaler d'Inoki, il affronte le Great Muta en 94. Voilà, après c'est pas un match de ouf, mais c'est un match qui est là. Voilà. Après 95 pour finir sur l'année, parce que j'ai fini sur 95. Il affronte Fujiwara en 95. Bon, il y a le show en Corée du Nord dont je vais pas parler. Allez voir le King of the Ring. Le Dark Side of the Ring de la chaîne Vice, qui est excellent.
sur ça, avec plein d'anecdotes et une remise, des remises en situation excellentes. Excellent travail comme d'habitude. Après, le Inoki Flair, il n'est pas à voir, hein, parce que bon, il n'y a pas de. Voilà. Vous pouvez le voir, parce que quand même, niveau Star Power, c'est un délire. C'est peut-être le seul affrontement, je pense que c'est le seul affrontement qu'ils aient eu, les deux. Mais après, qualité in-ring, c'est pas. Faudra repasser. Et après, en 95, il y a encore un match de Inoki en tag avec Kitao contre Tenryu et Shoshu. Mais ça, c'est un match hyper anecdotique. Voilà. Donc sur la période, vous voyez bien qu'Inoki. Quand je disais qu'Inoki, c'était vraiment la fin de carrière en 89, full time, c'est clair. Et après, il fait des matchs vraiment hyper anecdotiques. Voilà, il affronte. Les matchs à voir, à partir de là, c'est vraiment. Enfin, il y en a vraiment très peu. Hein. Il y a Fujinami en 89, le time limit draw d'une heure. Il y a un match contre Shoshu où il perd. Je sais plus s'il perd clean. Je crois qu'il perd clean. C'est pas un match de ouf, mais ça reste un bon match quand même. Après, voilà, pas. Cette période-là, il n'y a pas grand chose à voir. Des matchs tag avec Tenryu. Voilà. Donc, je pense avoir fait le tour pour cette vidéo, la première des années 90. Je pense que c'est la vidéo la plus longue de cette série. Hein. Cette appli là, je sais pas pourquoi elle est ouverte. Mais bref. J'en suis à. Ah oui. Elle est longue cette vidéo, putain. Bref, j'espère que en tout cas cette vidéo vous aura pas lassé. Vous l'aurez peut-être regardé en plusieurs fois. Hein. Après, ce serait pas étonnant. Bref, je vais pas faire une longue conclusion. Merci à tous d'avoir écouté cette vidéo, de l'avoir regardée et puis de me faire toujours des retours sur toutes les vidéos. Franchement, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Donc, la prochaine fois qu'on va se retrouver sur cette série, qui sera évidemment à la fin des années 90, je pense que la vidéo sur les meilleurs matchs de l'année 82 dans le catch ne devrait pas tarder. Il me reste. J'ai quasiment plus de matchs à voir. Je pense que ça me prendra très peu de temps. Il faut que je tourne la vidéo et je fasse un peu de montage. Un peu de montage sur cette vidéo qui devrait arriver assez rapidement, à mon avis. Et puis après, voilà, un peu de TEW, peut-être une vidéo hors sujet. Hein. Enfin, sur un sujet que j'ai pas trop traité. On verra bien. Donc en tout cas, je vous remercie à tous. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo, la liker. Comme d'habitude, de toute façon, je vous apprends rien. Et puis, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.